Bonjour, bonjour à tous, bonjour Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, président de la commission d'enquête sur la dette et ses conséquences pour le pouvoir d'achat qui commence ses travaux cette semaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de sujets à évoquer avec vous ce matin. Le projet de loi sur la fin de vie, bien sûr, qui a été examiné en commission spéciale au sein de laquelle vous siégez. Les débats vont commencer dans l'hémicycle lundi. Une proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel public, le projet de loi agricole qui est en débat en ce moment même dans l'hémicycle, la question de la dette, j'en parlais à l'instant. Mais nous allons commencer tout de suite avec une question de Chantal Didier sur la Nouvelle-Calédonie. Juste un mot encore pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise en direct sur le portail vidéo internet de l'Assemblée nationale et qu'un live tweet est assuré par notre courageux ami Stanislas Noyer, qui arrive malgré tout de temps en temps à poser des questions. Chantal. Oui, bonjour Monsieur le Président. Donc le Président de la République en visite surprise en Nouvelle-Calédonie, donc au sein du chaudron. Est-ce que vous pensez que c'est bien ou est-ce que c'est risqué pour le Président de la République ? Assurément, quand il a décidé d'y aller, nous sommes tous interrogés sur le coup d'après. C'est vrai que quand le président de la République y va, c'est la carte maîtresse qui est jouée. Et la question qu'on peut se poser, c'est si cette carte échoue, quel est le plan B ? Qu'est-ce qu'on a derrière le président de la République ? Donc le président est d'une certaine manière condamné à réussir. Son appel à la paix et au dialogue, tout en disant qu'un retour en arrière n'est pas possible. Il parlait des référendums qui ont eu lieu. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne introduction ? Est-ce qu'il va surtout falloir, dans les heures qui viennent, trancher la question de la convocation éventuelle du Congrès ? Un certain nombre de parlementaires, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ce matin, ont appelé à un report du Congrès. Est-ce que vous considérez que c'est l'une des conditions nécessaires au rétablissement du dialogue ? Il n'y a pas de bonne solution. Très clairement, il faut avoir quand même en tête qu'il y a eu 3 référendums qui ont été très clairs. L'Assemblée a voté sur la question du corps électoral. Et donc, dire on va repousser les échéances, c'est donner raison à ceux aux émeutiers qui se sont opposés à des dispositifs qui ont été légalement mis en œuvre. Donc, repousser, c'est un problème, si je puis me permettre, et en même temps, ne pas repousser, c'est un problème face à une situation de crise. Donc, encore une fois, il n'y a pas de bonne solution. Moi, j'étais sur une position qui consistait à dire qu'il faut tenir les échéances parce qu'il ne faut pas donner raison à ceux aux émeutiers. Maintenant, je reconnais avec modestie que ma position a le défaut de la rigidité. Et le président est sur place. Il a évidemment une connaissance bien meilleure que ceux qui n'y sont pas, et j'en fais partie. Donc, si c'est repoussé, je me rangerai à cet avis. Mais encore une fois, parce que j'avoue humblement de ne pas savoir où est la bonne solution. En tout cas, il est clair qu'en repoussant, on va donner raison à ceux qui ont crié et qui ont commis les émeutes. Anita ? Oui, j'ai entendu le vice-président d'une des régions, donc de Nouvelle-Calédonie, dire non, ce ne sont pas des émeutes classiques, c'est un coup d'État, au vu de ce qu'il a vécu, lui, dans les années 80 et de ce qu'il vit maintenant. Est-ce que vous avez des informations précises ? Non, je n'ai pas d'informations précises. Il y a un mélange très clair, d'après les informations qui nous reviennent, je ne sais pas si elles sont précises, c'est qu'il y a un mélange. Dans toutes ces affaires, il y a toujours un mélange. Il y a un mélange de ceux qui refusent une évolution institutionnelle. En cela, on peut effectivement considérer que c'est un coup, alors d'État non, parce que l'État n'est pas en cause, mais il y a une tentative de coup de force institutionnelle, mais qui est aussi mêlée à de la délinquance et de la violence, un peu ce que nous avons vécu en France métropolitaine au mois de juin dernier, où on voit bien qu'à côté de gens qui protestaient contre ce qu'ils considéraient être des violences policières, et ce qui n'en était pas, il y a eu une délinquance d'opportunité. Donc il y a les deux mais de toute façon, toutes les révoltes, toutes les révolutions, tous les mouvements sont un mélange de motivation politique
et aux motivations politiques se greffe toujours de la délinquance. Et là, on le voit très clairement, il y a de la délinquance très violente qui en profite. S'ajoutant au contexte particulier de la Nouvelle-Calédonie, il semblerait qu'il y ait un certain nombre d'ingérences étrangères qui aient mis de l'huile sur le feu. Il y a une proposition de loi qui sera peut-être définitivement adoptée par le Parlement prochainement sur ce sujet, puisqu'il doit y avoir une commission mixte paritaire. Vous considérez qu'il est temps d'en finir avec une forme de peut-être naïveté qui a longtemps prévalu sur ce sujet-là, les ingérences étrangères, même si on ne voit pas forcément a priori le lien entre la Nouvelle-Calédonie et l'Azerbaïdjan, mais justement, il existe. Cette proposition de loi et peut-être d'autres mesures sont nécessaires pour avancer et mettre fin où il y a une forme de naïveté qui a longtemps prévalu. Il y a évidemment de la naïveté, premièrement. Deuxièmement, il y a évidemment des ingérences, elles sont maintenant très clairement mises en œuvre, mais il y a des ingérences, il faut bien le comprendre, dans toute la vie politique et économique du pays. Nous allons parler tout à l'heure de la dette. Une des conséquences de la dette, c'est l'ingérence extérieure, ne serait-ce que parce que quand vous payez et vous dépendez de créanciers étrangers, eh bien, ils ont un droit de créance sur vous. Ce droit de créance peut s'exprimer de plusieurs manières. Donc ce n'est pas que de la naïveté, c'est de la faiblesse. Et nous sommes, par nature, nous les démocraties, plus faibles dans l'exercice quotidien du pouvoir, parce que nous sommes des démocraties ouvertes. Eh bien, la réponse, c'est d'être très vertueux en termes de gestion pour que ceux qui tentent de nous déstabiliser ne profitent pas de nos faiblesses. Nous discuterons de la dette sur ce sujet, et très dur dans l'application de la règle. Quand vous voyez, d'après ce qu'on a pu voir, un certain nombre de saccages à caractère antisémite à Paris sont réalisés, d'après les informations qui ont été véhiculées par certains de vos confrères, par des gens qui sont en réalité des agents de puissance étrangère, même indirecte. D'autres questions sur la Nouvelle-Calédonie ? Non. Alors on va parler du projet de loi sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie, longtemps annoncé, attendu par certains, avec impatience. Vous siégez, je le disais tout à l'heure, au sein de la commission spéciale qui a étudié le texte avant son examen dans l'hémicycle à partir de lundi. Ce texte dont le gouvernement et les rapporteurs vantaient les équilibres avant le début de l'examen en commission spéciale, sur les intentions initiales du texte et sur sa rédaction au sortir de la commission spéciale. Quel est votre point de vue, vous qui avez été très présent pendant ces débats ? Plusieurs choses. Tout d'abord sur le fond. Sur le fond, moi je suis médecin, j'ai eu beaucoup de demandes d'euthanasie dans ma vie professionnelle, ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis médecin. Toutes ces demandes d'euthanasie ont disparu quand une réponse était apportée. La réponse pouvant être très variable, c'est parfois une réponse d'ordre social, la pauvreté, c'est parfois une réponse d'ordre médical, l'absence de soins palliatifs, c'est parfois une réponse d'isolement ou d'aide à des aidants qui sont usés, fatigués, crevés. Premièrement. Deuxièmement, en tant que médecin, j'aide à mourir tous les jours. Tous les jours. Et donc, aider à mourir n'est pas le bon terme. Or, c'est celui qui a été utilisé dans la loi. J'aide à mourir, mais sans provoquer la mort. Et le premier reproche que j'ai d'emblée fait au texte, c'est un texte qui est non seulement mal écrit, pour ceux qui se lancent dans le texte, vous verrez qu'il y a des articles très répétitifs où on est un peu dans une discussion circulaire, où ce qu'on dit à l'article, 5, on le redit au 6, puis différemment au 7, ce qui crée aussi un trouble. Et deuxième question, c'est un texte qui ne dit pas les choses. Le mot euthanasie, le mot suicide assisté, les mots euthanasie, suicide ne figurent pas dans le texte, n'apparaissent nulle part, alors qu'on en parle en permanence. Et alors d'ailleurs que l'étude d'impact les cite plusieurs dizaines de fois. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que ça soit ça. Eh bien, ça n'est pas cité. Une loi mal écrite, mesdames et messieurs, c'est une loi qui est mal appliquée. Et c'est ça qui va se passer. Et une des raisons de la confusion qui est apparue durant la commission, c'est que des tas de gens sont entrés dans des failles du texte. Maintenant, très rapide, mais je suis insatiable sur cette question, donc il va falloir m'arrêter. Toutes les lois qui ont été votées à l'étranger sur l'euthanasie ou le suicide assisté, toutes ont conduit secondairement à des secondes lois, puis des troisièmes lois qui ont élargi les critères. Et nous l'avions dit, moi je le disais depuis le début, on élargira les critères. Le président du CCNE, monsieur le professeur Delfrécy,
en commission, nous a dit c'est une loi d'étape. Je lui avais demandé c'est quoi la prochaine étape. En fait, il n'a pas fallu attendre longtemps, puisqu'au bout d'une semaine, des critères avaient sauté, et le premier des critères qui a sauté, c'est le pronostic vital engagé. Donc, la question, c'est est-ce que la liberté individuelle absolue existe, puisque c'est la philosophie générale du texte. Nous sommes absolument libres. Moi, je crois une chose, c'est que la liberté absolue individuelle n'existe pas. La preuve, c'est que je ne peux pas me présenter devant vous tout nu, alors que peut-être que j'aimerais. Je vous rassure, ce n'est pas un choix que je ferai naturellement. Mais je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce que nous vivons en commun. Et donc, nous devons prendre en compte l'autre. Vous savez, la société, c'est les autres. Et nous vivons en société. Et est-ce qu'on est toujours libre de ses choix ? C'est un sujet philosophique abyssal, mais qui est fondamental dans ce texte. Est-ce que, par exemple, il ne surprend personne que dans l'Oregon, où il y a le suicide assisté, que je pourrais vous décrire selon la procédure, dans l'Oregon, ce sont d'abord les pauvres qui sont concernés par le suicide assisté, comme par hasard. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes pauvre, que vous ne pouvez pas vous payer l'ordinateur à 25 000 € qui vous permet d'avoir la paupière, qui vous permet de lire, quand vous êtes tout seul dans votre chambre de bonne et quand vous n'avez personne pour vous aider, personne pour vous dire le matin « est-ce que ça va ?», eh bien oui, la fin de vie, elle est plus compliquée. Donc on est en train de voter une loi mal écrite qui sous-entend que tout le monde est librement égal, ce n'est pas vrai, que tout le monde est également libre, ce n'est pas vrai, et c'est une loi votée par des gens qui ont de l'argent, qui ont des relations, qui seront entourés le jour J, et qui pourront vraiment faire un choix éclairé, c'est vrai, et qui s'appliquera à des gens qui sont pauvres. C'est ça, moi, ma préoccupation. Enfin, et en une phrase, une loi, ce sont des principes, la liberté dont j'ai parlé, sur laquelle on peut discuter, vous avez compris, et ce sont des applications pratiques. Et je peux vous expliquer aussi tous les problèmes d'application pratique des dispositions telles qu'elles sont aujourd'hui dans la nouvelle loi après la discussion en commission. Il y a des côtés pratiques qui sont absolument injouables et infaisables. Oui, normalement, bon, on a bien vu qu'en commission, certaines lignes rouges qui étaient données comme des garanties ont été franchies. Il y a un sujet qui paraît assez problématique pour les soignants, en tout cas, c'est la remise en cause de la collégialité de la décision. Est-ce qu'un médecin peut prendre, vous qui êtes médecin, est-ce qu'un médecin peut prendre seul cette décision et l'assumer ? Depuis le début, je dis, la collégialité qui est affichée n'est pas une collégialité. Mais c'est très dans l'air du temps. Dans l'air du temps, on vous affirme dans les titres des choses que vous ne voyez pas dans la réalité des choses. La loi dit, il y a de la collégialité, et vous êtes prié de me croire parce que j'ai dit qu'il y avait de la collégialité. Quand vous regardez en pratique, c'est quoi la collégialité ? Dans la loi, vous avez raison de vous dire, vous êtes mon médecin, moi je demande le suicide assisté, je ne vais vous voir que vous. La collégialité est limitée à notre discussion tous les deux. Il faut être honnête, vous devrez en tant que médecin passer un coup de fil, prendre contact avec un deuxième médecin. Monsieur là-bas, vous allez prendre contact avec lui, deuxième médecin. Mais lui ne m'aura jamais vu. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quand on décide d'arrêter les soins, c'est banal dans un service d'urgence où je travaille, on décide d'arrêter des soins, de limiter des soins. Telle personne arrive parce qu'il est très très malade et son pronostic est tel que nous décidons de faire cesser les soins. Par exemple, de ne pas le mettre en réanimation, faire cesser ou limiter les soins. La décision est toujours collégiale. Moi, je pratique la sédation. Dans notre service, on pratique la sédation. Et on prend toujours la décision collégialement. Et là, on aura seulement un seul contact. Le risque, c'est quoi ? C'est le risque belge, où en Belgique, vous avez des médecins qui ne font quasiment que ça. Alors, pas que ça, mais presque. Il y a des gens qui se sont quasiment spécialisés dans ça. Et moi, je vois, si vous voulez, le risque de l'absence de liberté. Prenez l'exemple, vous avez quelqu'un de votre famille que vous voulez mettre sous tutelle ou curatelle. Comment vous faites ? Vous passez devant un juge. Le juge regarde les conditions. Est-ce qu'elles sont remplies, les conditions ? Alors, il y a un vrai jugement, ça prend du temps. Je prends un deuxième exemple qui est plus facile. Imaginez que nous soyons tous les deux frères. Je dois vous donner un rein parce que vous souffrez d'insuffisance rénale. La loi le permet, ça s'appelle le DIF, le don intrafamilial, à une condition, c'est que nous allions voir monsieur qui est juge et qui va s'assurer que vous ne faites pas, ni moi, l'objet de pression, que notre liberté, nos droits élémentaires sont respectés. Moi, j'ai proposé que, pour éviter,
les abus de faiblesse. En France, il y a 500 condamnations par an pour abus de faiblesse, accessoirement. Et donc, pour éviter l'abus de faiblesse, j'ai proposé que la personne qui demande le suicide assisté voit un juge qui enregistre sa demande et qui enregistre. Ça se fait en 2 jours. Hein. Bref, toutes les conditions de sécurisation, à mon avis, ne sont pas remplies. En Belgique, vous devez voir un psychiatre. Vous vous assurez que vous n'êtes pas dépressif. C'est la moindre des choses quand même. Parce que votre libre arbitre, il n'existe pas quand vous êtes dépressif, pardon. Hein. Sinon, il n'y aurait pas de psychiatre, on n'en aurait pas besoin. Eh bien, il a été refusé le recours systématique au psychiatre. Je le disais tout à l'heure, c'est une loi qui était attendue par certains, un texte en tout cas qui était attendu par certains, redouté par d'autres, qui touche, on le voit bien, à l'intime, aux convictions, à la situation des uns et des autres à une période de la vie. Est-ce que vous considéreriez que ce texte serait plus acceptable si le nécessaire était fait en matière de soins palliatifs, ou est-ce que vous y êtes irrémédiablement opposé? Et justement, est-ce que vous considérez aujourd'hui que dans la montée en puissance annoncée des soins palliatifs, il n'y a pas aujourd'hui, il y a le plan décennal promis par le gouvernement, mais est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment d'assurance dans cette loi pour être serein quant à son application et le choix de chacun de faire éventuellement, de prendre la décision de mourir à un moment de sa vie? Le chiffre est connu. Un Français sur 2 qui a besoin de soins palliatifs n'y a pas accès. Mais je vais vous en donner un deuxième chiffre qui, je crois, est assez intéressant. C'est un travail qui a été fait à la maison Jeanne Garnier. Jeanne Garnier, c'est un hôpital de soins palliatifs dans le 15e arrondissement de Paris. À Jeanne Garnier, ils ont pris une série de 2600 patients, études rétrospectives, et où ils nous disent que quand les gens entrent en soins pal, il y a 3% qui demandent la mort. 3% de leurs clients disent « Moi, je veux être euthanasié » quand ils arrivent, ou suicide assisté. Vous voyez. Au bout d'une semaine, ces 3% sont devenus 0,3%. C'est-à-dire que la signification de ça, c'est que l'accès aux soins palliatifs diminue la demande de mort. La demande de mort. Donc, par définition, quand vous n'avez pas accès aux soins palliatifs, vous demandez la mort par défaut. Et donc, oui, moi je crois que c'est le grand sujet de la loi, c'est que c'est une loi qui est faite alors qu'aujourd'hui, nous n'avons pas accès également aux soins palliatifs. Voilà. Moi, j'y aurais accès parce que je suis médecin et je connais des gens. Vous y aurez accès parce que vous êtes journaliste et vous avez un carnet d'adresses. C'est ça la réalité des frais. En revanche, monsieur ou madame qui connaît personne, qui est seul, qui n'a pas de relation, il n'aura pas accès aux soins palliatifs. Et lui, il va être contraint à demander l'euthanasie et le suicide par défaut. Donc, est-ce que les garanties données par la loi permettent de dire oui, cette question des soins palliatifs va être réglée? Non. Non. Pour une raison simple d'abord. C'est que y a une promesse de financement, mais d'abord elle est sur 10 ans. Deuxièmement, quand vous regardez réellement les chiffres, vous prenez le soin de regarder, c'est d'une augmentation qui est assez proche de celle prévue par l'inflation. Pas beaucoup plus. L'année dernière, et dans les 2 dernières années, l'augmentation budget naturelle des soins palliatifs, c'était 6-7%. Naturel. Et là, il prévoit 6% tous les ans pendant 10 ans. Je ne vais pas dire que c'est rien. Dans une période de disette, assurer plus 6 pendant 10 ans, ce n'est pas rien. Je l'avoue. Mais c'est évidemment insuffisant pour doubler. Pour doubler. Ce n'est pas avec plus 6 tous les ans que vous allez multiplier par 2. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, la réalité, elle est malheureusement simple. Même si on mettait 100 milliards là, sur les soins palliatifs, on n'y arriverait pas puisqu'on n'a pas les gens. Il faut les former. Former des professionnels, ça ne se fait pas comme ça. On n'achète pas sur des étagères des médecins et des infirmiers. Donc, la question des soins palliatifs est fondamentale. Et là, c'est plus le médecin qui parle, ça ne résout pas tout. Ça ne résout pas le problème de l'isolement, de la pauvreté, de la fatigue des aidants. Les demandes de mort, elles sont plurifactorielles. Elles ne sont pas que l'absence de soins palliatifs, même si vous avez vu que c'est une réponse très importante. Mais vous pouvez aussi demander la mort parce que vous avez l'impression d'être une charge pour la famille. Enfin, moi, je me souviens, ma grand-mère me disait mais qu'est-ce que je fais là, je vous coûte cher. Bah oui, bah là c'est facile parce qu'il y aura une solution, hein, ça sera organisé.
Sur l'une des questions qui a fait débat en commission spéciale, la question du pronostic vital à court ou moyen terme ou de l'affection en phase avancée ou terminale. Alors il y a eu un débat entre la présidente de la commission, Agnès Firmin-Le Bodo, et Olivier Falorni, le rapporteur général. L'opinion majoritaire est que ça va ouvrir cette possibilité à plus de personnes, mais la ministre a dit qu'en réalité, selon elle, ça pourrait être plus restrictif. Quel est votre avis à ce sujet? Est-ce que c'est vraiment un verrou qui risque de sauter? Donc pour que les gens comprennent qui nous écoutent, le texte initial du gouvernement, c'était de dire on va réserver le suicide assisté et l'euthanasie aux gens qui ont un pronostic vital engagé à court et moyen terme. D'accord? Quand on a regardé ça, on s'est dit court terme, on sait à peu près. Moi, comme médecin, je suis capable de dire à 1, 2, 3, 4 jours. Hein. Parfois, c'est à une semaine près, on ne sait pas trop. Mais à moyen terme, personne ne sait ce que ça veut dire. Et donc, pour résoudre cette difficulté, qui est réelle, les gens ont dit, bon, bah, on va faire en sorte de retirer le pronostic vital et on va dire que c'est ouvert désormais aux gens, et je vous cite le nouveau texte, qui ont une maladie, premièrement, incurable, et deuxièmement, qui est soit en phase terminale, soit en phase avancée. En fait, ça ouvre beaucoup plus. Et je vais vous l'illustrer par 2 exemples. Si demain, vous venez me consulter avec un cancer du poumon avec des métastases, c'est une maladie incurable et c'est une maladie avancée. Il y a des métastases partout. Il se trouve que, heureusement, pour 20% des malades aujourd'hui des cancers du poumon, on a ce qu'on appelle des immunothérapies, des médicaments très performants qui agissent sur la cellule via l'antigène de présentation. Et 2 mois plus tard, je vous fais un scan, vous n'avez plus de métastases. C'est comme si vous étiez allé à Lourdes et que ça avait marché. Parce que Lourdes, parfois, ça ne suffit pas. Eh bien, et vous allez vivre 4, 5, 6 ans. C'est ça la nouveauté des choses. Le président Mitterrand, je vous rappelle, hein, je ne trahis aucun secret professionnel, je n'étais pas son médecin et tout ça est public. Diagnostic en 81, cancer métastasé de la prostate, il meurt 15 ans plus tard, enfin 14 ans plus tard. Donc, un diabète, ça répond à ce critère, un diabète, c'est incurable, un diabète. On vous soigne mais on ne vous guérit pas. On peut arriver à une phase avancée du diabète, c'est-à-dire pour ça qu'ils viennent souvent aux urgences, ils sont à une phase avancée. Est-ce que pour autant vous... Et donc, littéralement, aujourd'hui, c'est ouvert, vous êtes ouvert. Vous avez accès. Vous allez vivre 20 ans avec votre diabète. Donc, non, la disparition du pronostic vital, même si c'était un problème avec cette notion de court terme, a complètement ouvert la voie à des maladies qui sont des maladies qui ne sont pas immédiatement mortelles, et il s'en faut de beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres points du texte qui vous semblent avoir franchi comme ça des étapes, selon vous, gênantes, notamment la question peut-être du geste de l'aide à mourir, enfin vous nous direz s'il y en a d'autres, mais qui était initialement réservé à la personne elle-même, sauf en cas d'impossibilité. Un amendement a été voté pour ouvrir davantage la question du geste à un tiers, et notamment aux soignants. Ce point-là, d'autres, qu'est-ce qui vous gêne dans la rédaction sortie de la commission spéciale? Dans le texte initial, c'était d'abord du suicide assisté essentiellement, c'est-à-dire qu'on vous donne un médicament, vous l'administrez vous-même. C'était ça, l'idée. Et par exception, quand vous n'étiez pas capable de vous l'administrer vous-même, vous pouviez demander à quelqu'un d'autre, à un tiers, dont un professionnel de santé, dont un proche d'ailleurs, sans étude d'impact sur l'effet dévastateur sur un proche. Dévastateur. Hein. Et donc ça a sauté, et maintenant on est sur une plus grande liberté, c'est un choix de société, hein, de dire, en fait, vous pouvez d'emblée demander, même si vous pouvez l'administrer à vous-même, vous pouvez demander à ce que quelqu'un d'autre vous l'administre. Moi je suis très opposé en tant que soignant, je pense qu'il aurait fallu différencier un peu sur le mode de l'Oregon. Dans l'Oregon, vous allez à la pharmacie, vous prenez vos pilules, vous rentrez chez vous, vous le mettez dans votre table de nuit, vous les avalez quand vous voulez. Et le médecin n'intervient pas. Moi, je pense que le médecin ne doit pas intervenir. Je pense qu'il ne doit pas y avoir d'ambiguïté quand des gens me voient arriver en blouse blanche sur pourquoi je viens. Premièrement. Et il y a un deuxième élément, moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est la question des directives anticipées. De quoi s'agit-il ? Dans le texte initial, il y avait un verrou de sécurité très important. Et Catherine Vautrin, personnellement, m'avait dit qu'elle y tenait, qui consistait à dire il faudra qu'au dernier moment, au moment où la mort est administrée, la personne réitère sa demande. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des dispositions dans le texte qui a été voté en commission qui permet d'indiquer dans les directives anticipées que dans telle ou telle condition, si je ne suis plus en mesure
d'exprimer ma volonté au moment donné, eh bien, je rappelle que je le souhaite. Et donc, il n'y a pas, par définition, besoin de réitération, puisque je ne serais pas capable de le réitérer. Ça pose deux problèmes. Ça pose un premier problème, c'est que je peux changer d'avis. Et il y a beaucoup de gens qui changent d'avis. Voilà, je peux changer d'avis, sauf que quand vous avez un Alzheimer avancé, que vous n'avez plus la possibilité de vous exprimer et de comprendre, par définition, vous ne pouvez pas changer d'avis. Et puis, ça vous pose un problème, excusez-moi, très pratique, que je vais vous illustrer. Ceux qui ont vécu avec des malades d'Alzheimer savent que la maladie passe par des phases, en particulier une phase de violence. Les gens sont violents, probablement parce qu'ils sont perdus, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Puis une phase de déambulation, où les patients passent des heures à marcher. C'est pour ça qu'on a des unités fermées pour que les gens ne se perdent pas dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment on fait pour donner euthanasier, puisque là pour le coup c'est de l'euthanasie, quelqu'un qui déambule? On le prend, on l'attache, pardon d'être un peu cru, mais c'est ça le vrai sujet. Moi j'ai des patients Alzheimer dans mon unité à l'hôpital Pompidou, puisque vous savez que dans un service d'urgence il y a toujours ce qu'on appelle un service porte de l'hôpital, c'est un vieux terme, où il y a j'ai 20 lits d'hospitalisation avec des chambres, et parfois on a des patients Alzheimer déambulants, on attend d'être hospitalisés, on les met dans leur chambre, et on est très gêné parce qu'ils s'en vont, ils déambulent, donc on ferme la porte, on essaie qu'ils ne sortent pas, mais qu'est-ce qu'on fait? On attache les gens pour leur injecter le truc. Enfin, je voudrais que ceux qui légifèrent comprennent que la loi, c'est l'application de principe, mais c'est aussi une exécution. Enfin, pas une exécution. Il y a une application. Le mot exécution est assez mal choisi. Comment je fais en pratique? Et d'ailleurs, vous savez, dans la commission spéciale, je suis allé jusqu'au bout de l'exercice. J'ai regardé les gens qui étaient en face de moi, je leur ai dit, à votre avis, dans l'Oregon, quand j'avale la potion létale, on meurt en combien de temps, à votre avis? Je vous donne le truc là, avalez-le. Ouais, donc vous avez la réponse. L'avantage des Nord-Américains, c'est qu'il y a des statistiques, on a toutes les données. Eh bien, dans l'Oregon, quand vous avalez la potion, là, voilà, je l'avale devant vous, je meurs en médiane, donc la moitié des gens ne sont pas morts à cette période, en 52 minutes. Donc vous êtes chez vous, vous avalez le truc, au revoir ma chérie, je t'aime, c'était formidable, nous avons vécu une vie formidable. 52 minutes plus tard, je suis toujours pas mort. Non, il faut voir. Enfin, les gens qui votent la loi doivent voir ce qu'ils votent. Et le maximum, parce que l'Oregon, ils vont jusque dans les détails, le maximum, c'est 2 jours et demi. C'est long, 2 jours et demi à domicile. Hein. Alors, la loi française, évidemment intelligente, à la différence de l'Oregon, parce qu'on est plus intelligent, avait dit, en cas de difficulté, c'est le mot hein, dans la loi, le médecin intervient. Alors j'ai posé la question, est-ce que quand on ne meurt pas rapidement, c'est une difficulté au sens de la loi? Personne ne m'a répondu, bien entendu. Mais oui, c'est un peu une difficulté. Non, vous voyez, si j'entre dans ce détail, que les gens disent oh, c'était sordide, etc., ben non, c'est pas sordide, c'est l'application de la loi. Je pense que l'application de la loi, c'est d'abord la vie quotidienne des gens. On entend vos arguments qui sont évidemment très différents de ceux d'Olivier Falorni qu'on a reçu ici même il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui attendent, et semble-t-il, d'après les enquêtes d'opinion, plutôt une majorité, qui attendent au moins cette... Sans vouloir forcément l'utiliser, mais cette possibilité, un jour, s'ils en éprouvent le besoin, la nécessité. Il y a eu tout un processus citoyen avec la Convention citoyenne qui a été en partie à l'origine du texte initial. Alors c'est le tout début d'un long processus, hein. Il y aura au moins 4 lectures au Parlement. Est-ce que vous espérez, est-ce que ça fait partie de votre réponse, est-ce que vous espérez que ces débats qui vont avoir lieu au Parlement, qui vont avoir évidemment un large écho dans les médias, dans la société, permettent de mieux faire comprendre et peut-être de faire évoluer l'opinion sur ce sujet? C'est une question évidemment fondamentale que vous posez. D'abord, je leur réponds que je suis conscient qu'il y a des solutions. Aujourd'hui, la loi Leonetti, qui est une très bonne loi, ne répond pas à tout. Je l'avoue, c'est vrai. Mais je leur dis aussi que la loi qu'ils voteront, quelle qu'elle soit, laissera sur le côté des cas qui ne seront pas résolus. Il y a toujours des cas qui ne sont pas résolus dans la loi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une loi qui est votée à l'unanimité de l'Assemblée, il faut la changer la main tremblante. C'est le cas de la loi Leonetti, et là, on n'est pas en train de trembler. Hein.
Troisièmement, je pense qu'au fond, les gens ne veulent pas souffrir, ça va de soi, qui veut souffrir, hein? Vous connaissez ce que disait Marcel Aimé? Marcel Aimé dit « Moi, je veux mourir à 99 ans d'un coup de feu d'un amant jaloux. » Ouais, moi j'aimerais ça. Donc on ne veut pas souffrir, on ne veut pas mourir dans la souffrance. Et je pense que en fait, l'ambiguïté, elle est là, dans le débat. Si vous posez la question aux gens, voulez-vous mourir dans d'atroces souffrances? Moi-même, je suis le premier à dire, il n'en est pas question. Mais peut-être y a-t-il des alternatives. C'est ça que je veux mettre en avant. Et enfin, dernier point, je souhaite que quand on va voter quelque chose, on en comprenne les conséquences et qu'on n'en reste pas à des discussions de salon de gens bien portants. Et je vous cite une dernière étude, parce que moi j'aime bien les études. C'est un travail qui a été publié quand j'étais jeune chef de clinique, donc il y a très longtemps déjà, mais qui est toujours valable. C'est une population de jeunes gens de 20 à 25 ans, donc ils sont jeunes, ils sont en bonne santé, ils sont sportifs, et ils ont un accident de moto ou de voiture. Et brutalement, leur vie bascule parce qu'ils sont paralysés des 4 membres. Aucun d'ici, de nous, n'aimerait... Et on leur demande, est-ce que votre vie vaut le coup d'être vécue? À votre avis, qu'est-ce qu'ils répondent? Ben non. Quand vous reposez la question la première semaine, quand vous reposez la question à 6 mois, à 12 mois, à 24 mois, le nombre de gens qui vous répondent « ma vie vaut le coup d'être vécue » augmente. La demande de mort est une demande qui varie. Il faut le comprendre, ça. Or, la loi ne le prévoit pas, puisqu'en 2 jours, ça peut être fait. Mais le plus intéressant dans l'étude, c'est qu'au même moment, on demande aux soignants qui soignent les gens en question, est-ce que leur vie vaut le coup d'être vécue? Et vous savez quoi? Les soignants en bonne santé, ils répondent chaque fois moins bien que le gars qui est concerné. Mais oui, parce que nous avons une vision de gens bien portants. Je ne suis pas en train de vous dire, hein, franchement, je ne suis pas en train de vous dire que ça n'a aucun intérêt, que les gens se trompent complètement. Non, il y a évidemment des vérités, mais quand on me met en avant la maladie de Charcot, je vous donne un chiffre qui devrait pouvoir au moins nous faire réfléchir, qui est, quand vous demandez au professeur Prada de la Pitié-Salpêtrière, qui est l'homme qui voit le plus de maladies de Charcot par an, il m'a expliqué que sur 600 maladies de Charcot qu'il a vues en 10 ans, donc il a une vraie expérience, il y a 2 départs en Suisse et 15 demandes d'euthanasie persistantes, 15 sur 600. Donc ce n'est pas 0, et en cela, ceux qui demandent, moi je les entends, mais ce n'est pas 600 sur 600. Donc, je pense que c'est comme tout, il faut de la subtilité et du recul sur les choses. Donc, je trouve que le débat manque de subtilité et de recul. Et quand j'entends des députés qui n'ont jamais vu une sédation profonde de leur vie, jamais, qui m'expliquent que la sédation profonde Leonetti, ça dure des jours et on meurt étouffé, affamé, mais enfin, ils n'en ont jamais vu. Sédation profonde, j'en ai pratiqué, malheureusement, y compris chez des proches. Ça dure... moi, j'en ai jamais vu qui durait plus de 3 jours. Les gens meurent. Alors c'est vrai, la différence avec la loi future, c'est que ce sont des gens en fin de vie actuellement. Donc avec des organismes qui sont affaiblis. Et donc la sédation a un effet probablement de raccourcissement de la vie qui est plus rapide. Peut-être que si on fait la même chose sur des gens qui ont 2 ans à vivre, c'est évidemment plus long. Hein. C'est même sûrement plus long. On pourrait parler de ce sujet-là long... Oui, Nicolas. Oui, plusieurs autres personnalités ont, comme vous, pris leur distance avec cette loi-là. Qu'est-ce que ça présage, à votre avis, de la suite? Dire voter, pas voter, changer, pas changer? D'abord, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Je vous dis simplement que je voudrais que les gens votent sur la loi qui sera écrite et pas sur l'idée qui se fonde de la loi et de la demande du corps social. Et dorénavant, si on vote cette loi, on vote une loi de gens, on vote une loi potentiellement d'euthanasie de gens qui ne vont pas mourir. Enfin, qui ne vont pas mourir tout de suite, qui ne vont pas mourir avant plusieurs années. Vous voyez, parce que dans le débat, souvent, comme plus personne ne lit aucune étude d'impact, aucune étude scientifique, ne se rend nulle part, et que les gens ont une idée et qui pensent que cette idée est un fait, une opinion, et ils pensent que c'est un fait, j'ai peur des débats expéditifs. Et encore une fois,
moi j'accepte évidemment, et je comprends qu'on n'ait pas le même avis que moi, et que les gens puissent contester totalement ce que je dis. Mais je veux que quand ils votent, ils aient conscience de ce qu'ils vont voter. Et je crains, M. Domenach, que parfois, un certain nombre de gens votent sans avoir compris que les conséquences de ce qu'ils allaient voter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'en gros, la première semaine qui a démantelé le texte, votre question c'est est-ce que ça peut changer les rapports de force? J'ai vu quelques indécis changer d'avis, très clairement. Mais il y a une telle... j'ai rencontré de tels gens qui n'écoutaient pas les arguments que j'apportais. Vous voyez, quand je disais il faut que le juge enregistre la demande, quand je disais il faut que le psychiatre s'assure qu'il n'y a pas de dépression, ça ne retire rien à la liberté des gens, c'est une garantie de droit. Eh bien ça, c'était pas entendu. Et donc j'avais l'impression de parler dans le vide. Et d'ailleurs, l'absence de réponse des rapporteurs et même de la ministre était flagrante. Quand je posais la question, mais par exemple, le serment d'Hippocrate, tu ne provoqueras jamais la mort. C'est un serment quand même. Enfin, on n'a pas porté. Alors, on peut dire que les serments, ça ne sert à rien. Mais donc, je posais la question simplement à Madame Vautrin est-ce que il faut changer le serment d'Hippocrate? C'est important quand même, puisque le Code de la santé publique fait référence au Code de déontologie, qui lui-même fait référence au serment d'Hippocrate. Elle me répondait non, parce qu'en fait, le serment d'Hippocrate n'a pas de valeur contraignante. Et je trouve qu'il y a une légèreté parfois dans les réponses. Moi, je comprends qu'on puisse me dire je ne veux pas que le juge donne son avis, après tout. Je trouve que ce serait idiot, mais on ne me répond même pas. On me disait c'est une condition supplémentaire, donc on la refuse. Ben oui, c'est vrai, c'est une condition supplémentaire de contrôle des libertés individuelles. Oui, bonjour. Votre expérience professionnelle de médecin vaut, bien évidemment. Pour ce qui est de votre expérience de parlementaire, c'est autre chose. Et on est bien d'accord qu'il s'agit aujourd'hui de ne pas poser une obligation législative, mais un choix offert à toute personne, alors effectivement libre, consciente et organisée, on va dire. On ne va pas au-delà d'un choix et d'un élargissement d'un choix personnel. Oui et non. Premièrement, vous avez bien compris qu'on a élargi les critères d'inclusion à des gens qui ne sont pas en pronostic vital engagé, donc c'est quand même un sujet, pardon. Et vous posez la question fondamentale, après tout, je suis libre de décider ce que je veux. Et moi, la réponse que je vous fais, êtes-vous toujours libre? Êtes-vous toujours libre? Est-ce que vous croyez qu'un pauvre isolé, quand il se lève le matin, qu'il n'y a personne à qui demander, lui remonter le moral, est-ce qu'il a la même liberté que quelqu'un qui est riche, entouré, avec des aides humaines, des accès à de l'argent, des soins palliatifs, et à quelqu'un qui va lui remonter le moral? Je vous pose cette question. Et franchement, la réponse, elle est dans la question. Donc je crois que notre liberté individuelle absolue, elle est contrebalancée par, premier élément, par les conditions dans lesquelles vous vivez. Et deuxième élément de réponse, la République, c'est la liberté, c'est aussi la fraternité. Est-ce que la fraternité, et là aussi, me semble-t-il, c'est une question... Je vous rappelle que le président de la République a dit, c'est pas une loi de liberté, c'est une loi de fraternité. Il l'a présentée comme ça. Est-ce que la fraternité, ça consiste à dire, t'es malheureux, t'es pauvre, t'as une maladie grave? La fraternité, c'est pas je vais t'apporter de l'entourage, des aides et des soins palliatifs, c'est je te propose, librement bien entendu, de choisir de mourir. Je pense que c'est pas la définition de la fraternité. Anita. Techniquement, pardon de dire ça comme ça, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il pourrait y avoir un vote de la question préalable? Non, moi, si vous voulez, je suis toujours un peu méfiant. J'en ai voté des motions de rejet. Mais typiquement, la motion de rejet va donnerait l'impression à la population qu'on ne veut pas en parler. Enfin, je pense qu'il faut en parler, parce qu'il faut, au contraire, qu'on dise les choses. Le débat, je trouve, est vicié et biaisé parce qu'on ne dit pas les choses. Parce qu'on ne dit pas clairement que, désormais,
On ne dit pas vraiment la pauvreté. On ne dit pas vraiment l'accès effectif aux soins palliatifs. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Compte tenu du chiffre que je vous ai donné, 3% des gens qui arrivent aux soins palliatifs veulent la mort, ils ne sont plus que 0,3% une semaine plus tard. Est-ce que vous ne trouveriez pas juste que chacun ait la chance de rencontrer les soins palliatifs, que ce soit une condition préalable? Moi, je crois que oui. Mais ça s'explique, ça se débat. Mais c'est peut-être le propre du débat politique, et là, ça ne me ravit pas. Le débat politique veut des raccourcis. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je dis... un autre exemple, je suis insatiable, pardon, mais il ne fallait pas me lancer là-dessus. Mais... C'est pour ça qu'on vous a invité. Dans l'Oregon, vous savez comment ça se passe dans l'Oregon, donc je suis médecin, je vous examine, vous voyez un psychiatre, c'est très important, enfin vous devriez, c'est ce qu'a dit la loi de l'Oregon, et finalement vous êtes éligible. Donc je vous fais une ordonnance et vous allez chez le pharmacien chercher la potion. Vous rentrez chez vous, dans 40% des cas, vous n'avalez pas le truc. Les statistiques montrent que 40% des gens sont rassurés d'avoir la potion létale chez eux, mais ne l'avalent pas. Nous, ça va se passer comment? La loi le dit très clairement. Vous prenez, au bout de... Donc c'est 15 jours au maximum de discussion avec le médecin, ça peut être plus court, et ensuite c'est 48 heures de réflexion ultime, qui ont été d'ailleurs baissées à 0 dans la discussion parlementaire. Je ne sais pas très bien comment ça va se faire en pratique, mais donc vous pouvez, en quelques jours, on vous donne un rendez-vous. Et donc vous avez rendez-vous, on est jeudi, donc ça sera lundi prochain, 16h. Ça vous va? Non, vous êtes... alors 15h. 15h. À votre avis, lundi à 15h, vous avez fait toute cette démarche, qui est évidemment lourde, vous n'y allez pas de gaieté de cœur, c'est une démarche plus qu'engageante. À votre avis, vous êtes totalement libre de dire non au dernier moment, ou vous êtes tenu par un engagement que vous avez pris? À la différence de l'Oregon, où vous l'avez dans votre tiroir, vous pouvez ou vous pouvez ne pas le prendre quand vous voulez. Quand vous voulez. Là, vous avez un rendez-vous. Un rendez-vous, ça contraint un rendez-vous. Oui, c'est ça que je veux vous dire. On a créé un système d'enfermement. Stéphanie? Oui, Stéphanie Le Rouge de l'AFP. Donc, je voulais revenir sur un point un peu précis du texte. C'est le changement de critère concernant le pronostic vital ou engagé à court ou moyen terme, en notion donc de maladie en phase avancée ou terminale. Il y a un débat juridique, visiblement, dont Agnès Firmin-Lebaudot a rendu compte hier dans une interview à l'Opinion, et elle dit que finalement, le changement de critères pourrait être plus restrictif, puisque, je la cite, ça reviendrait finalement à concerner les personnes qui ont un pronostic vital à 15 jours. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Je crois que c'est de la bouillie qui ne correspond à rien. Le texte dit la chose suivante, le nouveau texte. Incurabilité, phase terminale ou avancée. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le président Mitterrand, en 81, il est incurable et il est en phase avancée. Il a une métastase. D'ailleurs, vous savez qu'au plan médical, avancé, ça ne veut rien dire. On a des stades dans les cancers, pour ce qui est des cancers. T1, T2, T3, T4, etc. Donc, il a vécu 14 ans, 15 ans. Cancer du poumon, cancer du côlon, les maladies cancéreuses du sang, les leucémies, elles sont incurables, elles arrivent à une phase avancée et vous vivez plusieurs années. Donc je crois que ça élargit au contraire. Mais même, ça ouvre à des maladies non cancéreuses. C'est ce que je disais tout à l'heure avant que vous n'arriviez. Par exemple, le diabète, c'est incurable, littéralement incurable, et vous pouvez être à une phase avancée. Dans ces cas-là, vous pouvez vivre 30 ans avec votre diabète, même si vous êtes à une phase avancée, qu'on va vous guérir, on va vous sortir, on va vous déshydrater, vous donner l'insuline, etc. Donc je pense qu'on est dans un flou total, là, pour le coup. Et Madame Lebaudot, elle est très embêtée. Voilà. D'ailleurs, elle a été mise en difficulté par Falorni dans la commission. Je me souviens, elle a donné un avis défavorable à cette rédaction. Monsieur Falorni donnait un avis favorable. Donc on voit que ça tanguait. Et elle essaye de trouver des... Elle voit bien qu'il y a une difficulté. De toute façon, tout le monde le voit. Il y a une pièce de théâtre. Le gouvernement ne veut pas perdre la face vis-à-vis de la majorité en disant « mais non, ça ne change rien ». En réalité, ça change tout. Je vous ai donné 2 exemples. Moi, je demande... Vous savez, je suis un homme simple. Je vous donne 2 exemples. Répondez-moi.
cancer du côlon, cancer du poumon, je vous tiens 5 ans avec de l'immunothérapie si vous êtes éligible. Voilà. Stéphanie encore, je crois, et puis Stanislas. Oui, j'avais une deuxième question un peu précise et technique sur la question des directives anticipées, puisque vous avez dit que désormais le consentement libre et éclairé, il n'était plus nécessaire de l'exprimer au moment de faire le geste. Mais moi, il me semblait que c'était un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que le critère est maintenu. Il y a même une répétition, il faut pouvoir le redire 48 heures après qu'on l'a déjà dit. Donc est-ce que c'est pas plutôt qu'il y a une ambiguïté qui a été introduite par la Commission, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont introduit la possibilité d'inscrire dans les directives anticipées ce qu'on veut comme aide à mourir, mais néanmoins ça n'a pas d'effet pour l'instant en tout cas, puisque cette expression libre et éclairée est toujours maintenue à l'article 6 et à l'article 8 également. Vous avez raison, là, il y a une très grande confusion. C'est lié à la rédaction particulière du texte dont je dénonçais une certaine illisibilité d'emblée, où les mêmes concepts sont repris à des articles différents. Donc on a eu des votes contradictoires d'un moment à l'autre, et il y a eu très clairement un vote qui a dit on peut l'inscrire dans la directive anticipée, etc. Et ailleurs, on semble dire le contraire. Donc, en fait, on est en apesanteur. Vous avez absolument raison. Mais il y a aussi une disposition qui a été votée, et là encore, il faut relire le texte. Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième disposition un peu plus loin qui la contredit, qui dit la chose suivante, enfin qui dit, c'est un français de bazar, donc il faut le décrypter avec un dictionnaire, qui dit que les directives anticipées peuvent être lues, après tout, pourquoi pas par la personne de confiance ou un proche, lu et modifié. Et donc on dit donc ça signifie, c'est le dossier médical partagé peut être lu, un proche peut en prendre connaissance, votre proche peut lire votre dossier médical. C'est pas le DMP, c'est le dossier, c'est l'espace santé, c'est l'espace ma santé. Voilà. Ce qui revient au DMP, c'est le nouveau DMP. Et il y a une phrase qui a été ajoutée par le rapporteur. Un des rapporteurs, mon collègue Martin, en disant « et la personne de confiance peut modifier ». Et comme il est inclus que désormais les directives anticipées sont dans le dossier, la question qu'on a posée, c'est est-ce que, comme le proche peut modifier le dossier médical, est-ce qu'il peut modifier les directives anticipées qui sont dedans ? Mais on est dans une... Je vous jure qu'on est dans un texte qui est très mal écrit. Leonetti l'a dit dès le début, je le trouvais très sévère. Et en fait, il a très raison. Un texte mal écrit sera mal appliqué. La preuve, c'est qu'on ne sait plus sur quel pied danser. Stanislas Noyer, journaliste indépendant. Vous avez souligné le fait que le risque était que ce soit les personnes les plus pauvres qui soient conduites, amenées à recourir à cette assistance à la fin de vie. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous pouvez espérer que la gauche, qui normalement prétend défendre plutôt les pauvres, puisse vous rejoindre? Est-ce que certains sont sensibles à vos arguments? Et sinon, pourquoi? D'abord, je ne dis pas que c'est un risque, monsieur. Ce n'est pas un risque. Moi, je regarde les statistiques de l'Oregon. C'est une vérité avérée. Dans l'Oregon, qui a le mérite, encore une fois, de tenir des statistiques bien faites, c'est nord-américain, ils écrivent ce qu'ils font, vous avez une surreprésentation des pauvres. Donc il faut arrêter de dire que c'est un risque. C'est un fait avéré. C'est vrai avec une procédure particulière qui est celle de l'Oregon. Hein. Mais comme nous avons plutôt tendance à ouvrir avec l'euthanasie, je pense que ça ne devrait pas s'améliorer. Est-ce que la gauche, est-ce que c'est une mesure, est-ce que ma critique est une critique de gauche? Alors vous savez, moi, on a souvent dit, c'était le cas dans la primaire de la droite, j'étais le candidat de gauche de la droite, donc moi, rien ne me choque. Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis parfaitement mis en accord avec Dharréville, mon collègue communiste. Nous tenions le même discours. Et moi, je ne comprends pas pourquoi la gauche n'a pas compris. Enfin, un certain nombre de députés pensent que l'alpha et l'oméga de l'alternative, c'est le soin palliatif. Vous avez compris? C'est en partie vrai, j'ai essayé de vous le montrer. Mais pas seulement. La condition sociale est fondamentale. Encore une fois, je me répète, quand vous êtes pauvre, c'est plus compliqué la fin de vie. Et mon collègue Pétavy, qui doit être LFI, je crois, a soutenu un amendement que j'ai défendu. Écolo ? Il a soutenu un amendement que j'ai défendu,
qui disait quasiment cela. Mais il est pour le projet. Alors je dis, mais va jusqu'au bout. Tu vois qu'il y a un danger. Va jusqu'au bout. Alors moi, je pense, et ça fait partie de mes amendements, qu'il faut qu'il y ait une assistante sociale ou un assistant social qui étudie le dossier. Est-ce que le problème est financier? Il y a cet exemple qui avait fait un peu de presse il y a un an, vous avez peut-être vu passer ça, en Amérique du Nord, d'une pauvre dame qui était malade et qui demandait un logement social. Elle n'a pas accès au logement social, parce qu'ils ont les mêmes problèmes de logement que chez nous. Et donc, elle demande l'euthanasie. On lui accorde. Elle fait un scandale. Tout ça manipulé probablement par des gens, en disant donc c'est plus facile d'obtenir l'euthanasie que le logement social. Ça a fait un tel scandale qu'elle a du coup obtenu son logement social. Mais, donc il y a des incidences sociales. Moi je comprendrais que M. Falorni ou Mme Lebaudot disent, on veut légaliser, même si on reconnaît qu'il y a une question sociale. Mais ils ne le reconnaissent pas, vous voyez. C'est ça que je conteste. C'est voter les yeux fermés. Je veux qu'on vote les yeux ouverts, y compris quand on soutient la loi, qu'on assume que oui, c'est plutôt une loi qui s'appliquera aux pauvres. Assumez-le. Assumez-le, après tout. Ayez le courage. Beaucoup de questions, et c'est bien normal sur ce sujet, difficile de passer à autre chose, mais Anita me dit, regarde sur mon téléphone, la dette, et on va en parler évidemment aussi. Moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne vous spécialisez pas dans les questions faciles. Le groupe Les Républicains a utilisé son droit de tirage pour créer cette commission d'enquête donc sur l'augmentation de la dette depuis 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. Vous en êtes le président de cette commission d'enquête. Alors qu'elle commence ses travaux, qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à démontrer? Est-ce que c'est une façon de relancer le débat sur le sujet et surtout peut-être sur les solutions à y apporter? Il y a 3 questions qui sont posées, 2 formellement et une non formellement. Formellement, dans la mission de la commission d'enquête, il y a premièrement, pourquoi la dette a explosé depuis 2017? La dette a factuellement explosé depuis 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le quoi qu'il en coûte est simplement responsable? Est-ce que le Covid est simplement responsable? Donc ça va faire l'objet des travaux de la Commission. Est-ce que les autres pays qui ont vécu la même pandémie se sont retrouvés dans cette situation? Avec, et je vous fais d'emblée un premier commentaire, le Portugal et la Grèce voient leur dette baisser aujourd'hui, alors qu'elle augmente chez nous. Deuxième question, c'est quelles sont les conséquences pratiques de cette dette sur le pouvoir d'achat des Français et leur vie quotidienne? En fait, la dette, la plupart des Français y voient une question de spécialistes, éventuellement d'arithmétique, mais en tout cas loin de leurs priorités. Après tout, la dette, ça fait depuis toujours on vit avec la dette, alors la dette. Ce que je souhaite à partir de cette commission d'enquête, c'est de leur montrer que la dette, ça a des conséquences pour eux. C'est pas gratuit la dette. Et en particulier, vous savez que je m'étais fait le chantre de la défense des services publics il y a quelques années, et je suis persuadé d'une chose, c'est que la dette est une des raisons de la dégradation de la qualité des services publics en France, et les services publics qui ne fonctionnent pas, c'est de la solidité du corps social qui s'effrite. Et troisième sujet, c'est la question de la pédagogie. Je veux que cette commission d'enquête elle soit un outil pédagogique pour que le corps social accepte de reconnaître au moins qu'il est devenu toxicomane. Le corps social est toxicomane à la dette. Il ne le sait pas. Et d'ailleurs, c'est le propre de l'alcoolique qui ne se rend pas compte que l'alcool c'est mauvais et du toxicomane qui ne se rend pas compte que la coke c'est mauvais. Et je veux que les gens au moins comprennent que la dette c'est mauvais. La commission d'enquête a une vertu pédagogique. Enfin, devra si elle est réussie. Je voulais, quand on écoute le président de la République, encore dans une récente interview, il estime que cette dette a des raisons exogènes et qu'en fait, la politique menée par lui-même et son gouvernement n'y est pratiquement pour rien. Est-ce que c'est effectivement un phénomène d'addiction ou de déni de réalité? Vous savez, quand on vous dit on a vaincu le chômage de masse et qu'il y a 5 millions de chômeurs, moi je m'étonne.
en fait, nous sommes dans un drôle de pays où il suffit d'affirmer quelque chose pour penser que c'est vrai. Le président de la République n'a pas tout à fait dit ça, si je puis me permettre. Il a dit la situation grave que nous connaissons de cette année est un problème de recettes et pas de dépenses. En fait, il a conjoncturellement en partie raison, c'est-à-dire qu'il y a moins de recettes cette année. Il faut voir pourquoi, d'ailleurs. Mais il a structurellement tort. Le sujet majeur, c'est la dépense. Et pour faire très simple, nous dépensons trop et nous dépensons mal. Voilà les deux sujets de la dépense en France. Donc le président, il défend, voilà, je ne veux pas en vouloir au président de défendre son bilan. Mais moi, en tant que parlementaire, je suis payé pour plusieurs choses, et une des choses pour lesquelles je suis payé, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc le contrôle de l'action du gouvernement fait partie des tâches du Parlement, et je compte bien qu'il joue pleinement son rôle. Quand j'étais député européen, j'avais une discussion avec Patrick Devedjian, qui était mon président de conseil départemental, et il m'avait dit: tu verras, si un jour tu quittes le Parlement européen pour aller à l'Assemblée, me disait-il, tu verras, l'Assemblée nationale ne fait pas la loi, elle la subit. Et je crois que c'est tout à fait vrai, et donc j'aimerais qu'elle la subisse un peu moins, et pour la subir un peu moins, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de contrôle. Stéphanie d'abord, et puis Jean-Michel. Oui. La commission d'enquête va rendre ses conclusions en plein débat sur le PLF. Donc, une question un peu plus politique peut-être. Est-ce que les conclusions de cette commission d'enquête vous donneront des arguments pour une éventuelle motion de censure? Et question subsidiaire, vous avez pu défendre par le passé l'idée d'une coalition en bonne et due forme entre la droite et la majorité. Est-ce que cela vous semble toujours d'actualité alors qu'on voit bien qu'il y a une forme de blocage parlementaire actuellement? Je veux différencier vraiment la commission d'enquête parlementaire, ses conclusions. Le rapport sera écrit par le député Mathieu Lefebvre, membre de la majorité, je le rappelle, et nous remettrons notre rapport à l'automne. Et l'automne, c'est le moment de la discussion budgétaire. Bon. Vous avez devant vous un des députés des Républicains qui, depuis le début, dit « il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Comme il n'y a pas de majorité, il faut en créer une ». Ce que je dis paraît incroyable en France, mais enfin, excusez-moi, c'est d'une banalité déconcertante dans toutes les démocraties parlementaires. J'ai été député européen, j'ai assisté à la discussion entre la CDU et le SPD. Ils étaient d'accord sur rien, mais ils ont quand même gouverné ensemble. Ils se sont mis d'accord sur 4-5 points. Donc moi, je plaide pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de majorité. Donc, soit nous considérons qu'on peut continuer à vivre sans majorité, bon, dans ces cas-là, continuons comme ça, et puis on va enchaîner les mésaventures, soit nous passons à autre chose. Une fois que j'ai dit ça, c'est bien, sauf que le président de la République ne veut pas. Donc, vous savez, je suis un homme très simple, moi. J'en tire les conséquences. Nous avons fait des propositions, par exemple, sur le budget de diminution des dépenses l'année dernière. Elles n'ont même pas été étudiées, nos propositions. Elles ont été balayées. Bon. Et c'est le cas dans la vie quotidienne. On a parlé de la fin de vie, j'ai fait un nombre de propositions qui ne remettaient pas en cause, d'ailleurs, l'existence même du projet de fin de vie. Elles ont été balayées. Nous sommes traités comme une force supplétive, c'est un grand mot. En gros, on est content quand on est là pour ne pas voter les motions de censure des autres. Mais nos propositions sont toujours niées. Donc il y a un moment où même les gens les mieux disposés, comme moi, disent écoutez, si vraiment vous ne voulez pas de nous, si toutes les propositions que nous faisons sont refusées, dans ces cas-là, effectivement, on prendra une décision ad hoc. Donc moi, je défends l'idée d'une motion de censure dans l'hypothèse, sur un des textes budgétaires, dans l'hypothèse, je le précise, c'est très important, je le surligne, dans l'hypothèse où nos propositions seraient refusées. Il y a un moment où on vous dit on n'est pas d'accord, nous on n'est pas d'accord sur ce que vous nous proposez, nous faisons des propositions, on les balaye. Dans ces cas-là, on vote contre. Donc c'est ça qui risque d'arriver. Est-ce que c'est bien pour le pays ? Je suis député, j'ai quelques outils à ma disposition qui ne sont pas immenses, j'ai celui-là, je l'utiliserai. Est-ce que ce vote est de nature à faire changer d'avis les uns et les autres sur la nécessité enfin d'avoir une majorité comme dans toute démocratie parlementaire un peu apaisée ? Tant mieux si ça joue ce rôle-là. Mais il n'y a pas besoin de la commission d'enquête parlementaire sur la dette pour se décider à des votes particuliers au moment du budget.
Jean-Michel. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Pour rester sur le même thème, le gouverneur de la Banque de France indiquait récemment que la dépense publique, il y a 30 ans, était dans la moyenne européenne. Aujourd'hui, nous avons 10% de plus. Alors, vous avez pris comme référence 2017, il y a le Covid, etc. Mais l'essentiel, c'est la dépense sociale qui a changé. Ce n'est pas les dépenses régaliennes, hein, elles sont même en proportion plus faible à la limite. Donc, la question est politique. Comment allez-vous affronter le fait de dire qu'il faut diminuer la dépense sociale? Parce qu'il s'agit de ça. Il y a plusieurs choses. D'abord, sur la dépense de l'État, c'est faux de dire que l'État ne dépense pas plus. Il y a des travaux qui estiment à environ 100 milliards d'euros de dépenses de trop, enfin des dépenses en doublon ou en triplet. Donc il y a des dépenses qui pourraient être réduites. Regardez le coût de l'éducation nationale, quand vous comparez, ce n'est pas inintéressant de regarder l'éducation nationale versus certains établissements privés. Il y a des coûts qui sont moindres pour des résultats qui ne sont pas supérieurs. Sur la dépense sociale, oui, bien sûr, la dépense sociale. Mais, vous avez devant vous un médecin hospitalier. Je vous donne le chiffre que je donne en boucle dans un désert d'incompréhension depuis des années. C'est le chiffre publié par Matignon, par l'adresse, chaque année, sur le tableau des emplois de la fonction publique hospitalière. Je vous répète ce chiffre, je l'ai dit 10 fois, vous l'avez peut-être entendu le lire. Il y a autant d'ETP, d'équivalent temps plein administratif à l'hôpital public, que d'équivalent temps plein de médecins. Et si je veux être plus précis, il y en a même un peu plus. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas d'ETP administratif. Il faut des gens pour gérer l'hôpital, il faut des secrétaires médicales, évidemment. Mais quand même, est-ce que la question ne vaut pas le coup d'être vécue? Donc oui, posée, pardon. Donc oui, je vous le dis, oui, il y a une dépense sociale qui est trop importante. J'ai fait une proposition, par exemple, la question des retraites. C'est flagrant. Quand le corps, avec toute sa sagesse, sa soi-disant sagesse, vous explique qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites et que même on est un peu à l'excédent, mais on se fiche du monde. On sait très bien que les retraites des fonctionnaires ne sont pas provisionnées. C'est une dépense certaine qui va nous arriver dessus. Donc, j'ai proposé, par exemple, la mise en place de fonds de capitalisation qui sont à la fois une manière... Alors, ça va mettre 30 ans à se mettre en œuvre, parce qu'évidemment, le temps qu'on les nourrisse, ces fonds de capitalisation. Mais ça permettra à la fois de diminuer la charge du coût des retraites de la fonction publique qui pèse sur le budget de l'État chaque année, et ça donnera un outil d'investissement pour le pays. Donc, oui, bien sûr. Maintenant, il y a une chose certaine sur la dette. Vous n'avez pas devant vous quelqu'un qui vous dit « c'est facile ». La dette, ça va demander du temps. Les mesures que nous devrions prendre sur la dette, ce sont des mesures, et c'est d'ailleurs pour ça probablement qu'elles ne sont jamais prises, c'est qu'elles demandent au moins 4, 5, 6 ans, 7 ans pour voir les premiers fruits mûrir sur l'arbre que vous avez planté. Et comme les ministres ont l'habitude de vouloir absolument, dans les 6 mois, voire quand ce n'est pas dans la semaine, des résultats, c'est pour ça que les bonnes mesures ne sont jamais prises. Quand on a mis en place vous savez, le régime additionnel de la fonction, régime de retraite additionnel de la fonction publique, le RAFP, il y a 20 ans, c'était une très bonne idée. Pourquoi on ne fait pas ça pour la totalité des retraités, y compris du privé? Sujet intéressant dont on aura l'occasion de reparler puisque la commission d'enquête ne fait que commencer. Le temps qui nous était imparti est déjà écoulé, mais si vous avez encore quelques minutes à nous accorder, peut-être un petit peu parler notamment des élections européennes. Il y a un débat ce soir entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que ça peut faire bouger dans la campagne? Et concernant le candidat des Républicains, François-Xavier Bellamy, il est pour l'instant en milieu de peloton, disons. Est-ce que vous pensez que, quand on regarde les sondages, il y a un certain nombre d'évolutions, mais est-ce que vous pensez que vraiment les choses peuvent encore changer d'ici à l'élection du 9 juin et en tout état de cause, est-ce que c'est comme le disent certains, une élection européenne dont il y aura peut-être des conséquences nationales à tirer ou pas? D'abord, je pense que c'est une erreur d'espérer une élection européenne des conséquences nationales, parce que là, pour le coup,
enfin, il y a évidemment des conséquences nationales par le Parlement qui sera élu, qui lui-même aura des politiques qui auront des effets nationaux. Mais ce n'est pas de ça dont vous parlez. Ce dont vous parlez, c'est l'enjeu partisan et électoraliste. Ça, c'est une grande erreur. D'ailleurs, c'est tout le drame des élections européennes depuis toujours, c'est qu'elles sont nationalisées. Et on ne vote pas pour des projets européens, on vote pour l'idée qu'on se fait de la gestion nationale des individus en question. Bon, les élections européennes, de toute façon, vous savez, historiquement, elles favorisent toujours 3 camps. Et nous ne sommes dans aucun de ces 3 camps. Mécaniquement, elles favorisent le camp en place, le camp qui dirige le pays, parce qu'ils sont naturellement habillés de la légitimité européenne, vous voyez, pour faire simple. C'était le cas quand nous étions au pouvoir, sous Sarkozy. Chez Hollande, ils ont raté le coche, mais c'était l'exception qui confirme la règle. Et sous Emmanuel Macron, globalement, ceux qui dirigent disent « c'est nous les Européens ». Il y a un deuxième camp qui est toujours favorisé dans une élection européenne, c'est les anti-anti-anti. C'est les anti... Enfin, si je disais anti-européen, Mme Le Pen ferait les gros yeux en disant « je ne suis pas anti-européenne », mais vous voyez ce que je veux dire. Anti-Union européenne, eurosceptique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et puis il y a un troisième camp qui est traditionnellement favorisé. Là, je ne sais pas, c'est les écologistes. Pour des raisons culturelles, l'écologie est vécue comme étant une valeur particulière de l'Europe, etc. C'est les 3 camps. Nous ne sommes dans aucun des 3. Bon, c'est compliqué donc pour nous. En plus, on vient d'une élection présidentielle qui n'a quand même pas été un très grand succès. Donc nous sommes en convalescence. Si nous faisons le score que nous avons fait il y a 5 ans, aux élections européennes, ça sera un bon score. L'avantage d'avoir Bellamy, c'est que c'est un candidat sortant. Et je me souviens, moi, d'un travail qui a été publié par la Fondation Schuman il y a 15 ans, c'était en 2014 ou 2015, qui disait la chose suivante, qui faisait un travail sur l'influence française et allemande relative au Parlement européen, et qui regardait le nombre de mandats successifs qui étaient réalisés par les députés allemands et les députés français, toutes tendances confondues. Et c'était très intéressant de noter, vous savez, les Allemands sont très influents au Parlement européen. Une des raisons, c'est que les Allemands passent 3,5 mandats en moyenne au Parlement européen. Ça, c'était la valeur d'il y a 10 ans, mais ça doit être toujours valable. Alors que les députés français, ils passaient 1,5 mandat. Et nous, les députés français, les partis politiques français, tous partis confondus, ont ce grand défaut de souvent envoyer des gens faire des courts mandats, puis revenir ensuite se faire élire en France. Je veux dire d'emblée que moi, j'aurais été très content d'y rester. Si j'ai quitté, c'est à l'insu de mon plein gré, comme disait un fameux coureur cycliste. Donc, le fait de Bellamy a cet avantage, c'est qu'il est reconnu au Parlement européen, il est reconnu dans son groupe, il pèse dans son groupe, malgré le fait que nous soyons très peu nombreux, et il est reconduit. Puis accessoirement, il y a une dernière qualité, là je vous donne un conseil, votez pour des députés européens qui parlent des langues étrangères. Ça a l'air idiot, mais c'est bien de parler anglais et encore mieux de parler allemand. Celui qui parle ni anglais ni allemand, c'est compliqué. Je crois que M. Bellamy, il parle très bien anglais et très bien allemand. Les autres, je ne sais pas. Écoutez, j'ai passé 10 ans à côté d'un Polonais qui parlait que polonais. Eh bien, je peux vous assurer que les accords politiques sont compliqués à obtenir. Le débat de ce soir entre le Premier ministre et le président du Rassemblement national, est-ce que vous pensez, comme certains, que ça peut permettre peut-être de faire sortir le RN de certaines ambiguïtés sur l'Europe? Vous aviez du mal à trouver la définition tout à l'heure eurosceptique. Ou est-ce que vous craignez, comme d'autres, que ça contribue à la bipolarisation d'une certaine façon du débat entre majorité d'un côté, RN de l'autre? On est dans de la pure communication. On ne peut pas d'un côté dire nous dénonçons le fait que l'élection européenne est confisquée par le débat national et envoyer le Premier ministre débattre. Enfin, vous voyez, le Premier ministre, il n'est pas candidat. Donc que M. Bardella débatte contre M. Glucksmann, contre M. Bellamy ou contre les autres, ça paraît logique. Mais contre le Premier ministre, là, pour le coup, il y a une hypocrisie majeure de dire nous sommes, je prends la casquette de la majorité présidentielle, nous sommes pour l'Europe et nous voulons que les élections européennes soient des élections européennes, mais on envoie débattre le seul qui n'est pas candidat. Donc on est sur de l'hypercom. Bon, bah voilà, je dois vieillir. Moi, ça me désespère. Et je trouve que ce débat, non seulement il est inutile, mais il n'est pas souhaitable. Parce que du coup, ça signifie que M. Bardella va attaquer qui ? Le Premier ministre. Et sur son bilan. Et donc on ne va pas parler d'Europe, on va parler de France. Il y a une très grande hypocrisie, je trouve, de la part de la majorité dans cette affaire.
à faire débattre le Premier ministre, puisqu'on va au contraire accélérer la bipolarisation et parler tout sauf d'Europe ce soir. Vous allez voir, on va parler tout sauf d'Europe. Notre rencontre se termine, ce qui ne nous laisse pas vraiment le temps d'aborder d'autres sujets importants comme le projet de loi agricole qui est en débat en ce moment dans l'hémicycle, la proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel public. Alors, on vient d'apprendre, ceci dit, que l'examen de la proposition de loi de réforme de l'audiovisuel public devrait être reporté pour permettre la fin du débat sur le projet de loi agricole, sans doute jusqu'à demain soir. Est-ce que ça vous inspire une réflexion? C'est bien que cette décision soit prise, elle devrait être confirmée dans les prochaines minutes. Il faudra revenir sur cette PPL plus tard. Écoutez, en France, quand on veut apporter des solutions, on n'a toujours à la bouche que deux trucs. Il faut soit des subventions, soit des lois. Peut-être parfois il n'est pas urgent de légiférer. Et la loi sur l'audiovisuel, c'est une loi complexe. On voit bien que les arguments avancés par les uns et les autres méritent d'être étudiés. Il n'y a rien de pire que de discuter sur un coin de table en 2 jours de l'audiovisuel. Et alors qu'on a des perles, on a des outils formidables dans l'audiovisuel public. En décider une modification profonde de leur devenir en 48 heures me paraissait peu souhaitable. Donc moi je suis très content qu'on prenne du temps. Il n'est jamais urgent de légiférer. Nous finirons donc sur ces mots. Merci beaucoup Philippe Juvin d'avoir pris le temps justement de discuter avec nous aujourd'hui de tous ces sujets. Merci, bonne journée à tous.